Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier Tour d'Europe de la saison sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Dernier Tour d'Europe, mais tout nouveau décor, voilà, apprécié, il y a de tout, des photos, de la nostalgie, de la Ligue des Champions. Vous aurez un décor pour chaque championnat, vous aurez un décor Ligue des Champions. On a fait les choses en grand et on remercie d'ailleurs Romain, Nolwenn, Vanessa, Quentin pour toutes ces belles choses que vous allez voir. On remercie aussi parce qu'on est en fin de saison, c'est déjà l'heure des remerciements globaux, mais Adrien à la réalisation, ces petits, tous les autres évidemment, et puis surtout le boss de l'émission, Cyril Morin, qui n'est pas là pour la dernière, mais il y a son ombre qui est là, qui plane au-dessus de cette dernière émission. Donc merci à toutes et à tous. On va vivre un dernier Tour d'Europe extraordinaire aussi pour son programme qu'on va détailler maintenant. Programme évidemment tourné avant tout sur cette finale de Ligue des Champions qui nous attend samedi à Budapest, PSG, Arsenal. Et pour en parler en détail, il y aura évidemment Elton Mokolo, notre spécialiste du foot français, et Philippe Auclair, notre expert du foot anglais. On va ensuite garder Philippe sous le coude, rester un petit peu tous les deux pour parler de ce qui s'est passé lors de cette dernière journée de Première Ligue qui a notamment vu Tottenham valider son maintien. Le pari Roberto De Zerbi est réussi. On va voir un petit peu quelle a été la méthode de l'ex-entraîneur de l'OM du côté de Londres. Et puis on touchera aussi un mot des choix forts de Thomas Tuchel dans la sélection qui l'emmènera à la Coupe du Monde cet été. On terminera ce Tour d'Europe avec David Lortolari, notre expert du foot allemand, qui va lui aussi nous parler de foot, de sélection, de Coupe du Monde et de liste, avec un choix fort en Allemagne de Julian Nagelsmann, celui de sélectionner Manuel Neuer, qui sera le titulaire de la Mannschaft à la Coupe du Monde. Et vous verrez que ça fait beaucoup parler. Et puis un mot également du triplé de Harry Kane en finale de la Coupe d'Allemagne. Voilà, vous avez le décor qui est planté, c'est le cas de le dire. Le rappel, c'est toujours le même. N'hésitez pas à partager, à commenter sur YouTube. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau décor. Vous avez le topo, vous avez le programme. On est prêt. C'est parti pour la dernière de la saison. PSG Arsenal, c'est notre sujet du jour. C'est le sujet de la semaine. C'est le sujet du mois, très certainement. Finale de Ligue des Champions samedi, 18h à la Puskás Arena de Budapest. On va en parler en long, en large, en travers. Et pour décrypter tout ça, on accueille donc nos deux spécialistes. D'abord celui du foot français, Elton Mokolo. Salut Elton. Bonjour Arthur, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien à l'orée de cette dernière semaine de football de club avec la finale de Conference League mercredi entre Palace et Rayo Vallecano. Et enfin, le main event, le PSG contre Arsenal. Tu n'oublies pas la Conférence League, c'est beau Elton. C'est très important la Conference League. Bien sûr. Il y a 3 Coupes d'Europe. Ouais, 3 Coupes d'Europe, faut pas l'oublier. Et notre expert du foot anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, je pense que ton week-end a été dense. Je devance un peu ta réponse, mais on aura beaucoup de choses à se dire après sur le foot anglais. Disons que mon week-end a été bien occupé et que c'est une belle performance pour moi d'être à ce niveau un lundi matin après le week-end que j'ai eu, parce que je peux vous garantir que c'est absolument incroyable l'ambiance qu'il y avait à Londres ce week-end. Et en fait, Londres était devenue vraiment la ville de football. Le métro, il n'y avait que des supporters qui se déplaçaient d'un stade à l'autre, de West Ham, de Tottenham, et puis surtout d'Arsenal. J'ai jamais vu autant de maillots d'Arsenal dans les rues de Londres, dans les bus, dans les métros. Mais bref, la grande fête, mais je suis là, je pense que j'ai récupéré suffisamment. Bon, et ça risque pas de se calmer d'ici samedi. Non. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette finale de Ligue des Champions, tant attendue. Vous me connaissez, vous me voyez venir. On va attaquer tout de suite avec la question du favori. J'ai quand même l'impression qu'à part Opta, qui annonce Arsenal très légèrement favori, à peu près tout le monde, en tout cas vu de France, tu nous diras peut-être vu d'Angleterre ensuite Philippe, mais annonce ce PSG favori, voire chez certains archi favori. Je me tourne vers toi d'abord Elton, est-ce que tu trouves ce postulat de départ justifié ou est-ce que tu trouves qu'on s'emballe un petit peu trop vu de France? Oui, clairement, on s'emballe. Pour moi, archi favori, non, sûrement pas quand on parle du PSG. Non, je dirais un peu plus favori parce qu'il faut quand même remettre du contexte. Déjà, il est question de quoi? Il est question d'une finale de Ligue des Champions
entre deux formations qui s'étaient déjà rencontrées lors des demi-finales de Ligue des Champions la saison précédente. Il est question de quoi? Il est question, certes, du PSG, et il faut le dire, champion d'Europe en titre, face à l'équipe qui a été la plus régulière en Ligue des Champions, invaincue depuis 16 rencontres, une équipe qui s'est qualifiée avec beaucoup d'autorité contre l'Atlético. Donc moi, je dirais pas PSG archi favori, non, je dirais PSG favori par rapport à son statut d'équipe championne d'Europe en titre, mais ça va être une finale qui va être disputée parce que Arsenal, encore plus renforcé par ce titre de champion d'Angleterre, va arriver avec énormément de confiance. Philippe, je me tourne vers toi maintenant. Je vais te poser la même question et je vais la poser de manière un peu plus directe. Est-ce que tu trouves finalement qu'on manque un petit peu de respect à cette équipe d'Arsenal dans la manière d'aborder ce match et dans la lignée finalement de ce qui a été fait tout au long de cette fin de saison de Première Ligue? Oui, je pense qu'on peut le dire. Et on manque un petit peu un manque de respect, mais je crois également une certaine incapacité à comprendre pourquoi Arsenal a réussi comme ils ont réussi. Je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé de leur parcours en Ligue des Champions. Ouais. Quand tu vois ce qu'ils ont fait en phase de ligue, la façon dont ils ont été gagnés à l'Inter, ils ont été gagnés à Bilbao, ce qui n'est pas évident du tout. Ils avaient complètement étrillé l'Atlético également. Ils avaient battu le Bayern Munich, qui était un petit peu leur bête noire. Et ensuite de quoi, après quoi, ils ont fait un parcours sans faute, admirablement contrôlé. Et je pense que tout simplement, on ne leur donne pas suffisamment le crédit qu'ils méritent pour cela. Je suis totalement d'accord avec Elton quand on parle d'un PSG qui part légèrement favori. Pour moi, ça fait absolument aucun doute. Pour une chose d'ailleurs, c'est que eux ont l'expérience d'avoir gagné ce trophée. Arsenal attendait un titre de champion depuis 2004. Ils attendent une finale de Ligue des Champions depuis 2006. Et donc, il y a beaucoup de choses à surmonter psychologiquement également de la part des Gunners. Mais cela dit, je crois qu'il y a un petit changement dans le narratif autour de l'équipe depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'Arsenal a gagné ce titre un petit peu par défaut, entre guillemets, c'est-à-dire lorsque Manchester City n'a pas pu s'imposer, a donc gagné a laissé gagner le titre à Arsenal, on sent un petit changement dans la façon dont on parle du club. Au début, c'était franchement un petit peu, en effet, ça manquait un peu de respect. Et là, je trouve que petit à petit, ça monte. Et qu'en fait, les gens commencent à se dire, attendez, c'est pas si clair que ça. Oui, le PSG est favori, mais Arsenal a de gros arguments à faire valoir. En plus de ça, mon cher Elton, ça a fait beaucoup de bien de gagner le titre avant la dernière journée, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'équipe que Mikel Arteta avait mis contre Crystal Palace. Je parlais à notre ami Arthur d'Eurosport un peu plus tôt ce matin. Je lui disais, écoute, tu veux savoir quel sera le 11 de départ d'Arsenal contre le PSG, tu prends le 11 de départ contre Crystal Palace et tu les retires tous. Donc, il a pu mettre tout le monde dans le coton. Ils vont avoir donc eu plus de repos, ce qui était, je pense, une des choses qui faisait pencher la balance du côté du PSG, en sens que Luis Enrique a quand même pu gérer son groupe Ligue 1 Europe de manière beaucoup plus libre que Arteta, qui était obligé de mettre la grosse équipe quasiment à tous les matchs, quasiment. Et donc ça ferait pencher pour le PSG. Mais là, ils vont arriver un peu plus reposés et puis complètement libérés, euphoriques, je dirais même, par ce titre. En plus de ça, si jamais Arsenal venait à perdre contre le PSG, personne crierait au scandale, personne crierait c'est une terrible... voilà, c'est épouvantable ce qui leur est arrivé. Non, tout le monde dirait, écoutez, bravo, bien fait. Le PSG est la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde en ce moment, c'est normal. Donc ils vont arriver complètement décontractés, dans un état d'esprit qui n'a pas du tout été le leur en Angleterre pendant toute la saison et qui les a fait jouer de manière crispée. Pour moi, tu vas voir un Arsenal beaucoup plus libéré, beaucoup plus relax face au PSG que tu l'as vu ces dernières semaines en Première Ligue. Bon, le PSG est prévenu. Elton, je me retourne vers toi. C'est une question qu'on s'est posée un petit peu durant toute cette saison. On va se la poser une dernière fois. Il y a eu ce PSG Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, donc un peu plus tôt légèrement dans la saison. Est-ce que tu trouves le PSG aujourd'hui plus fort que ce qu'il l'était au moment de préparer sa finale contre l'Inter Milan la saison dernière? Oui, plus fort et plus mature. Surtout, je pense que le plancher compétitif c'est encore plus élevé parce qu'on a connu une saison certes contrastée du côté des Parisiens avec notamment ce passage en barrage des Ligues des Champions, ce championnat acquis quand même officiellement à la 33e journée, avec notamment énormément de rotation. Mais je pense que c'est une saison où on a vu davantage la maturité de ce PSG et cette capacité à être là
le jour J, à l'instant T. Et donc, c'est pour ça que pour moi, du côté du PSG, oui, au moment d'aborder cette finale, je trouve qu'il y a beaucoup plus de maturité. On n'est pas en territoire inconnu, très clairement, quand on parle de cette formation, avec la volonté de faire l'histoire, parce que Luis Enrique, toujours dans son style très volontaire, toujours dans son style, entre guillemets, très enthousiaste, il a dit oui, la première Ligue des Champions, il faut l'oublier, elle n'existe plus limite. Il faut davantage se projeter vers la deuxième Ligue des Champions. Manière de dire, c'est pas une formation repue par le fait qu'elle a remporté la Ligue des Champions à Munich qui va se présenter. Non, c'est une formation qui a l'ambition de faire un back-to-back, comme le Real Madrid version Zinedine Zidane, qui était même allé jusqu'à 3 Ligues des Champions de suite. Voilà l'objectif du PSG, parce que le titre le plus important, c'est le titre suivant, et le PSG a l'opportunité de décrocher encore une fois le Graal européen. Même question pour toi, Philippe. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe d'Arsenal par rapport à celle qui avait été éliminée par le PSG de la saison dernière? Et je vais même prolonger un petit peu. Qu'est-ce qui a changé par rapport au Arsenal de la première partie de saison? Est-ce que Arsenal aujourd'hui n'est vraiment que cette équipe qui marque sur corner et sait bien défendre? J'imagine qu'il y a quand même d'autres choses à craindre côté parisien. Bon, je te dirais, la première chose, c'est peut-être la plus importante, c'est le fait que Arsenal a gagné. Et comme on sait, c'est toujours le premier titre qui est le plus difficile à obtenir. Après ça, il y a, je dirais pas du relâchement, mais en tout cas, moins de peur, moins de trouille. Enfin, la peur de gagner n'existe plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la défense d'Arsenal est encore meilleure maintenant qu'elle l'était l'année dernière. La troisième chose, c'est qu'ils sont encore meilleurs sur les coups de pied arrêtés qu'ils l'étaient l'année dernière. Ça fait beaucoup. Et puis la quatrième chose, c'est que l'équipe qui va affronter le PSG en finale de Ligue des Champions est une équipe qui sera pratiquement au grand complet, ce qui est un luxe quasiment inédit pour Mikel Arteta, qui a dû faire sans Bukayo Saka, ou Kai Havertz, ou Martin Odegaard, donc des joueurs absolument clés de cette équipe qui ont manqué également à des moments clés, ce qui fait que Arsenal, c'est en se battant un petit peu contre eux-mêmes qu'ils sont parvenus à gagner ce titre de champion d'Angleterre. Donc, ils se présentent dans de bien meilleures dispositions que ça aurait été le cas précédemment dans cette saison, ou même que la saison passée. Alors évidemment, ce n'est pas un football super étoilant. Je crois également que l'Arsenal qu'on va voir va être aussi très différent, parce que la plupart du temps, ils doivent faire face à des blocs bas, ils doivent faire face à des équipes qui défendent âprement, mais qui sont regroupées sur leur but. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils font très bien. Ils n'ont pas cette capacité de passer dans les trous de souris que Manchester City, par exemple, a pu avoir. Par contre, tu leur donnes des espaces, et il y aura des espaces contre le PSG. Et là, c'est une toute autre chanson. C'est intéressant, ça peut nous amener à un sujet un petit peu plus tactique. Comment tu vois le match, toi, Elton? Ces deux équipes, finalement, qui vivent assez bien avec et sans ballon. Comment est-ce que tu vois le rapport de force, même dans la possession, dans ce que les équipes vont faire aussi avec le ballon? Luis Enrique l'a évoqué lors du Media Day consacré au PSG, à savoir que Arsenal est la meilleure équipe sans ballon. C'était une forme d'éloge qui est aussi une vérité, parce que pour moi, au-delà d'être une équipe qui est possiblement la meilleure sans ballon, Arsenal, c'est surtout une équipe qui est capable de lire de manière très intelligente la rencontre. C'est une équipe qui se distingue par ce côté caméléon, qui est capable de faire plusieurs choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit aller sur un match enlevé, ils seront capables d'assumer cette rencontre. S'il y a un match qui est plutôt fermé, ils seront capables, bien évidemment, d'assumer cette rencontre. Arsenal est une équipe qui est modeste. Enfin modeste dans le sens où elle n'est pas forcément arrogante dans le jeu, où elle se dit qu'on a besoin du ballon pour exister. Arsenal est capable de souffrir, Arsenal est capable de faire plusieurs choses, et son côté caméléon, on l'a vu tout au long des 16 matchs. Des 16 matchs où il y a quand même eu des défis, parce qu'on a tendance, pour moi, entre guillemets, à sous-estimer le parcours d'Arsenal, mais pour autant, face à différentes oppositions, Arsenal a été en capacité de lire de manière intelligente la rencontre. Et pour moi, le benchmark de cette équipe, ça a été évidemment la Première Ligue. La Première Ligue où pour moi, les 7 points d'avance par rapport à Manchester City, même si encore une fois, Manchester City perd à la dernière journée, sont beaucoup plus représentatifs de ce qu'on a vu tout au long des 38 journées, à savoir qu'Arsenal a été la meilleure équipe, mais aussi l'équipe la plus fiable pour lire toutes les rencontres. Donc au moment d'évoquer la rencontre contre le PSG, c'est un PSG aussi qui est capable aussi de nous montrer ce côté caméléon. On l'a vu à Munich en étant un peu plus cynique que d'habitude. Et pour moi, ça va être une très belle opposition, parce qu'on a deux équipes et on a surtout
2 entraîneurs qui ont cette capacité à avoir une influence sur le tableau noir. On parle de l'élite du football. Philippe, tu es d'accord avec cette analyse? Comment tu imagines le match, toi? Il y a un aspect du match qu'on n'a absolument pas évoqué, que je voudrais évoquer, qui pour moi devrait être très important. C'est à un domaine dans lequel Arsenal a un avantage qui est clair. C'est physiquement. Et je parle du gabarit des joueurs. Cette équipe d'Arsenal est de très haute taille. Alors je sais que ça fait un petit peu antédiluvien, dinosaure de parler de ça, mais c'est un danger contre lequel Luis Enrique va devoir se prévaloir. Et d'ailleurs, je voudrais bien savoir qui il va mettre en milieu de terrain. On va voir Ruiz, on va pas voir Ruiz, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Zaïre Emery Salah, bon, je voudrais vraiment savoir à quoi il ressemblera. Parce que quand tu te rends compte que David Raya, le gardien, qui est au passage, pour moi, le meilleur gardien d'Europe en ce moment, David Raya est l'un des joueurs les plus petits de cette équipe. Ça t'en dit long sur le côté physique. Je ne pense pas que le PSG ait vraiment l'habitude de jouer contre ce type d'équipe qui physiquement sont très, très costaudes. Je ne parle pas de la fatigue qui va jouer son rôle, mais simplement dans le gabarit. En Première Ligue, ça ne se voit pas trop parce que les équipes de Première Ligue sont plus grandes. Mais quand tu passes en Europe, dis donc, tu vois les 2 équipes côte à côte, tu te dis quand même, ils ne sont pas grands, les autres. Et ça, c'est un aspect du match auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui explique aussi pourquoi Arsenal, sur les coups de pied arrêtés, fait tellement mal. Parce qu'en effet, la dimension physique est très importante dans le jeu que prône Mikel Arteta. Techniquement, je pense personne ne doutera que le PSG a des joueurs de qualité supérieure. Je pense que si on faisait un 11 combiné, d'ailleurs, ce serait marrant qu'on le fasse. Moi, je mettrais peut-être, je vais dire, 3 joueurs d'Arsenal dans un 11 combiné. Pas plus. 4. Vous iriez jusqu'à combien quant à vous? Elton? Alors, du côté d'Arsenal, je mettrais Raya, bien évidemment. Oui, Saliba, Declan oui. Rice. Et ah non, je m'arrête là. C'est là que ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué. Ouais. Mais c'est Moi, je intéressant. rajouterais juste. Oui, vas-y, Philippe, je t'en prie. Non, je mettrais juste la charnière centrale d'Arsenal. Je mettrais Gabriel aussi. Je mettrais Gabriel, Saliba, Raya et Rice. Ces 4-là auraient leur place largement. Après, Oui, il y a oui. des postes où c'est un peu. Tu peux débattre. Mais ça serait 4 sur 11. Donc, de ce côté-là, personne ne doute du fait que les latéraux de PSG sont meilleurs que les latéraux d'Arsenal, qu'en attaque, le pouvoir offensif du PSG est tout simplement effrayant, phénoménal, effrayant tout ce que tu voudras, y compris ce qu'il peut faire sortir du banc, ce qui est peut-être aussi un autre avantage du PSG, qui a plus de game changers, comme on dit, qu'Arsenal, si les choses ne vont pas trop bien, on peut se tourner vers des joueurs qui offrent quelque chose de différent. Donc ça, de ce côté-là, c'est avantage PSG. Mais je ne m'attends pas nécessairement à une lutte nécessairement très technique. Et ça va d'ailleurs être, je crois, une des questions que Luis Enrique est en train de se poser, c'est comment est-ce que je peux faire de cette finale un débat technique plutôt qu'un débat physique. Et parce que si c'est un débat physique, Arsenal a franchement toutes ses chances. Si c'est un débat technique, à ce moment-là, c'est le PSG. Mais ce sera de toute façon aussi un débat tactique. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on a une telle opposition de style. C'est pas souvent qu'on a ce type de match avec des équipes qui ont le moyen de se faire mal l'une à l'autre. Et donc, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle on attend avec grande impatience ce match de Budapest samedi prochain. Vous avez commencé à parler des compos d'équipe, des joueurs. Elton, il y a 2 questions évidemment qui se posent. La question Achraf Hakimi, la question Ousmane Dembélé, tous 2 entre guillemets incertains. Alors, Hakimi est peut-être plus incertain que Ousmane Dembélé, qui lui essaye de rassurer. Nos confrères de l'équipe disaient que le latéral marocain pourrait ne pas commencer cette rencontre. Est-ce que c'est un peu moins un motif d'inquiétude qu'il y a quelques mois, une absence d'Achraf Hakimi, quand on voit notamment au match retour contre le Bayern comment Paris a réussi à s'adapter sans lui? Ça tient un nom. Warren Zaïre Emery, un joueur qui a été fondamental dans la saison du PSG, pas seulement en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, avec des performances de grande qualité. Ça avait commencé face au Barça à Montjuïc et ça s'est confirmé à l'Allianz Arena. Pourquoi je dis Barcelone, pourquoi je dis Munich? Parce qu'on parle de 2 territoires qui n'étaient pas forcément les territoires les plus accueillants et où il a eu notamment les félicitations. Mais c'est vrai que l'entraînement de mardi, parce que le PSG a eu 3 jours de repos, ils ont disputé entre guillemets un match amical entre eux du côté du campus PSG. Là, va y avoir le retour à l'entraînement, il va y avoir une interrogation autour d'Achraf Hakimi. Et là, ça pourrait occasionner
un jeu de chaises musicale. Donc, c'est-à-dire Zahir Emery qui passerait en tant que latéral droit, Fabien Ruiz qui garderait son poste de milieu central. Mais c'est vrai que l'absence ou pas de Zahir Emery dans le 11 de départ, je précise bien parce qu'il devrait être dans le groupe pour la finale de Ligue des Champions, ça va être quand même une source d'interrogation pour le PSG. Mais en même temps, du côté de Zahir Emery, on a prouvé qu'on était capable de rendre plus que des services et d'être un titulaire pas seulement fiable, mais un titulaire de grande qualité au poste de latéral droit, au point qu'il y en a beaucoup qui le réclament en tant que titulaire en Coupe du Monde avec l'équipe de France, en tant que latéral droit. Mais c'est vrai que ouais, du côté du PSG, l'entraînement de mardi et plus globalement la montée en puissance vers Budapest va être très intéressante pour voir les dernières tendances, même si encore une fois, Luis Enrique va essayer jusqu'au dernier moment de rester dans l'incertitude par rapport à la presse. Philippe, je me retourne vers toi. Est-ce qu'il y a des questions qu'on se pose sur Arsenal, sur le 11 qui sera choisi samedi? Parce que de l'extérieur, moi je suis assez transparent, je m'en pose beaucoup. On a du mal à identifier forcément un 11 type. Ça a beaucoup changé cette saison. Je te demandais avant l'émission le 11 que toi tu imaginais pour cette rencontre. On vous l'affichera à l'écran. Dis-nous un petit peu, toi, ce que tu imagines et quels pourraient être les choix d'Arteta. Alors écoute, des incertitudes, j'en ai en milieu de terrain. Parce qu'en début de saison, je t'aurais dit Zubimendi, absolument aucun doute, mais Ouais. il est fatigué. Il a eu une deuxième partie de saison plus compliquée. Miles Lewis-Kelly est revenu dans l'équipe en qualité, lui qui avait commencé éclaté comme arrière-gauche, en qualité de milieu de terrain, donc, et a été très convaincant. Mais tu pourrais te dire, face à une équipe comme le PSG, est-ce que tu peux être tenté d'aller pour un joueur qui a plus d'expérience, qui n'offre pas tout à fait les mêmes choses, qui, allant vers l'avant, n'offre peut-être pas autant de pénétration que Louis Kelly, mais est plus fort dans la récupération. Et il y a cette interrogation-là. Sinon, Raya, Gabriel Saliba, ça fait absolument aucun doute. Si Ricardo Calafiori est à 100%, Ricardo Calafiori sur le côté gauche, et je pense Pierro Hincapié sur le côté droit, puisque Ben White, vous savez que sa saison est terminée avec cette grave blessure qu'il a eue en fin de championnat. Declan Rice, bien évidemment. Bukayo Saka est revenu sur le côté droit. Sur le côté gauche, même si ce n'est pas son poste de prédilection, je dirais que Eberechi Eze a quand même une chance d'être titularisé. Mais il y a aussi Léo Trossard, ne l'oublions pas. Donc, on peut avoir Trossard, Saka, Martin Odegaard, qui est revenu à son meilleur niveau et qui est revenu point barre, et qui est une nouvelle fantastique pour les Gunners, ouais, en numéro 10. Et puis devant, Victor Gyökeres, qui n'est pas l'avant-centre le plus technique du monde, on va dire ça comme ça, mais qui est un poison, qui est une horreur pour tout défenseur central, pour toute paire de défenseurs centraux, et qui en plus de ça a un tempérament, une attitude absolument extraordinaire sur le terrain. Et puis il ne faut pas oublier quand même un joueur qui est quand même à plus de 20 buts cette saison, ce qui pour un attaquant qui ne marque pas est quand même relativement, je ne sais pas, satisfaisant. Donc tu vois, c'est ça. Il y a peut-être une ou deux incertitudes, mais on connaît la colonne vertébrale de l'équipe de Mikel Arteta. Il va peut-être nous surprendre, mais ce n'est pas un Guardiola, hein, Arteta. Guardiola, chaque fois qu'il y avait un grand match, je dis qu'il y avait, parce que bon, vous savez qu'il s'en va de Manchester City, chaque fois qu'il y avait un grand match, eh ben, il nous réservait une surprise à sa façon. On pensait qu'un tel allait jouer, ben non, un tel était sur le banc. Arteta, c'est pas le genre de la personne. Donc je dis soit Zubimendi, soit Louis Kelly. Et puis la question de savoir si Eberechi Eze commence ou si Léo Trossard sera sur le côté gauche. C'est pour moi les seules interrogations. La question, par exemple, d'une titularisation de Kai Havertz en faux numéro 9, comme on aime dire, ne se pose pas tellement avant cette rencontre? Il est encore un petit peu à court et il a eu plus d'impact quand il est entré en cours de jeu. Okay. Depuis son retour de blessure, se priver de Victor Gyökeres serait vraiment... alors, tu penses peut-être à ce moment-là à Kai Havertz dans un rôle de, faux 9 ou 10 bis en l'occurrence. Il peut jouer dans ce type de formation, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Je pense que tu vas voir Martin Odegaard. Il est tellement important à tout point de vue. C'est lui aussi qui mène le pressing, par exemple. Celui qui déclenche le pressing haut des Gunners ou qui décide de rester un petit peu en deçà, c'est Martin Odegaard. Celui qui a le seul joueur d'Arsenal qui a ce talent de jouer dans les tout petits espaces, c'est Martin Odegaard. Le but super important que marque Léo Trossard contre Burnley, qui en fait est le but du titre, c'est quoi ? C'est Martin Odegaard, un 1-2 avec Declan Rice,
4 ou 5 touches de balles dans les 16 mètres, dans des espaces absolument rikiki, et une passe parfaite au cordeau pour le Belge qui marque, et qui marque donc le but qui va donner le championnat à Arsenal. Joueur absolument indispensable. Et Havertz, encore une fois, il y a des solutions. Le PSG a des meilleures solutions sur le banc, mais n'oublions pas celle également qu'a Arteta, parce que, mine de rien, Gabriel Martinelli en Ligue des Champions, ça fait très mal quand c'est entré en jeu. Ouais. Kai Havertz est en effet un joueur qui peut lui aussi faire très mal, et puis également énorme présence au niveau du jeu aérien. Il y a des possibilités. Le petit Max Doman, qui est une perle absolue, 16 ans, mais croyez-moi, c'est un petit peu comme Karl au Bayern Munich. Quand il rentre en jeu, on ne se pose pas la question de savoir la date de naissance sur son passeport. S'il a un passeport, il n'a peut-être même pas de passeport, hein, tellement jeune. Donc, il y a des possibilités, il y a également des possibilités pour Mikel Arteta. Mais malgré tout, voilà, c'est une très longue réponse, mais je pense que je t'ai donné mon 13 de départ. On va appeler ça comme ça. Et on le prend avec plaisir. Elton, je finis avec toi. Justement, sur cette question de profondeur d'effectif, est-ce que c'est peut-être l'un des seuls éléments qui peut faire, alors Philippe parlait de l'impact physique, mais l'un des autres éléments qui peut faire défaut au PSG sur la durée d'un match et éventuellement d'une prolongation, le fait qu'il y a une profondeur de banc qui est quand même moins importante, moins impressionnante côté parisien. Après, c'est le parti pris du côté du Ouais. PSG d'avoir un effectif qui est court, mais un effectif qui reste quand même qualitatif. Faut pas oublier que dans l'absolu, on pourra avoir la rentrée notamment d'un Bradley Barcola. On peut aussi penser qu'un Zahir Emery ne va pas forcément démarrer la finale si Achraf Hakimi est rétabli et que Fabien Ruiz reste à son poste de prédilection. Donc auquel cas, on a évoqué deux joueurs qui ont quand même eu une importance dans cette campagne de Ligue des Champions. Barcola jusqu'à sa blessure à Stamford Bridge avec João Pedro, et Zahir Emery que l'on a évoqué tout à l'heure. Et donc moi je pense que le PSG a quand même un bloc de 14 joueurs pour aller jusqu'au bout d'une prolongation. Après, il peut y avoir des joueurs, de toute façon c'est la Ligue des Champions, il y a quand même des imprévus qu'on ne peut pas forcément anticiper, et des joueurs sur qui on ne pouvait pas forcément compter, qui peuvent être importants. Donc je fais quand même confiance au PSG, notamment pour avoir un groupe qui, sur la durée, peut tenir le choc contre Arsenal et aller au bout de la compétition. Bon, Elton, merci beaucoup. On va te libérer dans une petite minute, mais quand même un tout petit mot avant sur le RC Lens. Le RC Lens de Pierre Sage, Fantastique. de Florian Thauvin, cerise sur le gâteau d'une saison extraordinaire. Alors déjà, avant tout, il faut dire bravo à la bonne tenue de cette finale de Coupe de France, qui a été une publicité de grande qualité pour le football français, voire notamment 50 000 spectateurs du RC Lens au Stade de France, c'était quelque chose. Et Lens a tout bien réussi. Ouais. Sa finale de Coupe de France en l'emportant, même si Nice, attention, a eu des arguments à faire valoir. Nice a eu l'occasion notamment d'ouvrir le score. Ils sont tombés quand même sur un risseur qui a été de grande qualité. Lens a au final été le vainqueur logique parce que la force de frappe était quand même supérieure à celle de Nice. Et après, c'est tout ce qui s'est passé derrière la cérémonie. Si tu veux, Arthur, pour moi, Lens a réussi deux choses. Déjà, remporter un trophée, le premier trophée en ce qui concerne la Coupe de France dans toute l'histoire du club, mais a aussi, entre guillemets, enrichi sa culture club. Le fait de voir Adrien Thomasson, le capitaine, donner successivement le trophée à Augournian, le président, à Benjamin Parot, le directeur général, à Jean-Louis Leca, le directeur sportif, et enfin à Gervais Martel, qui est quand même partie prenante dans la construction du RC Lens tel qu'on le connaît. Pour moi, ça a été l'image couplée notamment à ce qu'on a vu dans les tribunes. Ça a été une image qui a été incroyable pour la culture club. On reproche beaucoup à certains clubs français de ne pas entretenir, de ne pas enrichir cette culture club. Et il faut se féliciter de ce qu'a fait Lens. Et derrière, le retour notamment dans la ville a été quand même extraordinaire avec ces images à Bollaert. Donc c'est pour ça que ça a été un week-end parfait qui ponctue une saison historique à tout point de vue pour le RC Lens. Ouais, bravo RC Lens et à Pierre Sage notamment, dont on pourrait reparler dans les prochaines semaines parce qu'il commence à y avoir des petits bruits de couloir sur son avenir. C'est qu'il va être courtisé. Ah c'est normal. Merci beaucoup Elton, on va te libérer là. Merci pour tes analyses tout au long de la saison. On te retrouve évidemment dans le Tour d'Europe la saison prochaine. D'ici là, bel été à toi, il doit être chargé. Il y a quelques matchs à regarder. On va être mondialiste, on va dire. Merci Elton, et nous on finit sur la Première Ligue avec Philippe. Salut Elton. Allez, on enchaîne donc avec la Première Ligue. Philippe, il y a vraiment énormément de choses dont j'aurais aimé qu'on parle.
Chelsea qui termine sans Coupe d'Europe, les adieux de Pep Guardiola et Bernardo Silva, Bruno Fernandes qui termine meilleur passeur sur une saison. Mais on est bien obligé de trier. Et ce qu'on a choisi Oui, ensemble avant cette émission, c'est notamment la course au maintien, remportée par Tottenham devant West Ham, qui est donc relégué. Le Tottenham d'un Roberto De Zerbi qui a réussi son pari finalement. Je te donne juste un petit chiffre avant de te laisser la parole. Tottenham avec De oui. Zerbi, c'est 11 points en 7 matchs. 11 points, c'est le même total que les 17 matchs de Première Ligue précédant son arrivée. On peut parler de paris réussis, Philippe. Oui, on peut parler de. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il, a, il faut avec Igor Tudor. Tu vois, j'ai du mal à prononcer son nom, a sans doute été le choix d'entraîneur le plus catastrophique, non seulement de cette saison, mais des 10 saisons passées, voire des 20 saisons passées. Personne ne comprend encore aujourd'hui comment il se fait que Tudor a pu devenir entraîneur de Tottenham et les faire descendre comme ils sont descendus, parce que n'oublions pas que c'est une saison à 3 entraîneurs hein, pour les Spurs, Mhm. ce qui est quand même un petit peu beaucoup. Qu'au départ, il commence la saison avec une victoire contre Manchester City, qui est quand même assez particulier, et que derrière, les choses se passent mal pour Thomas Frank en Angleterre, mais qu'à côté de ça, en Ligue des Champions, Tottenham marche du feu de Dieu et se qualifie pour la seconde phase de la Ligue des Champions. Donc, c'est une saison complètement incompréhensible à tout point de vue. Au niveau des performances, tu regardes l'effectif qu'a Tottenham, alors certes, c'est pas un effectif, comment dire, qui se caractérise par sa complémentarité, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu fait de briques et de broc, avec des individualités qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas nécessairement des individualités qui sont faites pour jouer les unes avec les autres, et certainement pas avec les entraîneurs qui sont eus. Et De Zerbi a fait un pari, en effet, mais il savait quand même pouvoir se reposer sur un groupe où il y a de la qualité. Des joueurs de très grande qualité, même si encore une fois ces qualités n'ont pas été nécessairement en évidence avec les deux entraîneurs précédents, en particulier avec Tudor. Mais ils sont passés tout près. Et ça commence à faire beaucoup pour Tottenham, parce que tu te souviens que la saison précédente, ça avait été le même topo, hein, Ouais. avec Ange Postecoglou, qui lui au moins avait eu le mérite d'aller jusqu'au bout en Ligue Europa, mais également en championnat d'Angleterre, c'était catastrophique. Et donc ce qu'on voit, c'est un club totalement dysfonctionnel, qui a perdu son directeur exécutif, Daniel Levy, j'allais dire historique quasiment, qui prend des décisions hallucinantes sur le plan du recrutement et qui s'en tirent comme ils peuvent. Et là, ils se sont tirés parce que West Ham a eu encore plus de problèmes qu'eux à un autre moment de la saison. Parce que ce qui me fait un petit peu, je ne dirais pas que ça me fait mal, c'est pas une catastrophe la relégation pour West Ham. C'est pas une catastrophe. Mais quand tu vois la fin de saison qu'ils font avec Nuno Espirito Santo, tu te dis, ils ont quand même été complètement à côté de la plaque. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu si longtemps pour réagir? Parce que Nuno a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Ils terminent avec cette victoire à 3-0 à domicile. Voilà, ils font ce qui était attendu d'eux. Ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Ils ont montré des qualités. Il y a aussi des joueurs d'excellente qualité à West Ham. Mais bon, c'est un club londonien qui descend et qui, très honnêtement, sur la qualité du jeu qu'ils nous ont proposé sur les 3 ou 4 derniers mois, c'est une perte pour la Première Ligue. Mais Tottenham a énormément de chances d'avoir survécu. Et tu te poses des questions, mais pourquoi ça se passe comme ça de saison en saison? Ouais. Et parce que ça peut arriver à tout club d'avoir une saison compliquée, difficile. Manchester United en a eu comme ça quelques-unes. Je suis certain que tu peux trouver des exemples dans d'autres championnats. Mais avoir 2 saisons comme ça, où tu t'en tires in extremis en terminant 16e ou 17e, pour un club comme Tottenham, c'est consternant. C'est consternant. Alors, cela Je... dit, il y a pas mal d'autres clubs pour lesquels la saison a été consternante. Tu citais Chelsea, c'est quand Oui, même oui. quelque chose, hein. On en reparlera plus tard. Je suis certain qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Je reviens sur De Zerbi, Philippe, parce que forcément, vu de France, avec son parcours et son passage à l'OM, ça Ah nous ouais. intéresse énormément. Est-ce qu'il y a des leviers qu'il a su activer, qui sont à mettre à son crédit? Et surtout, est-ce qu'on se projette aussi avec lui un petit peu sur la durée, sur la saison prochaine déjà? Oui, on se projette sur la durée. De toute façon, il a signé un contrat de longue durée. L'idée, c'était que même si Tottenham devait descendre en Championship, il resterait à la barre et continuerait, rebâtirait cette équipe. Donc, tu peux t'attendre à de gros mouvements de personnel avec pas mal. Je dirais la première qualité qu'a eu Roberto De Zerbi, c'est de ne pas être Igor Tudor. Ça, c'est la première qualité. De la même façon que la première qualité de Ole Gunnar Solskjaer lorsqu'il était arrivé à Manchester United, c'était de ne pas être José Mourinho. Donc, parfois, par moment, il y a ça qui compte. Mais il a su certainement remotiver ses troupes
On sait que c'est un entraîneur qui fait très mal à ses joueurs. Ça, il est arrivé avec une réputation terrible. Et il a recadré pas mal de joueurs. Il y en a qu'il a écarté de son groupe, d'autres qu'il a fait revenir. Donc, il a apporté sa patte, mais au niveau du combat. Là, maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apporte sa patte tactique, qu'on a vu, que vous connaissez bien, que nous, on avait également vu avec Brighton. Son Brighton était une équipe, franchement, épatante à voir jouer. Et là, on se dit, bon, ben, maintenant, il va pouvoir enfin travailler. Il a fait la chose la plus difficile, si tu veux. Il a assuré la survie. Maintenant, il va avoir un budget sur lequel travailler, même si financièrement Tottenham n'est pas un club dans un état fantastique, mais il aura un budget sur lequel travailler. Il y a des joueurs dont il va se débarrasser, des joueurs qu'il va faire arriver, et donc on verra un Tottenham à l'image de De Zerbi. On n'a pas encore vu le Tottenham de De Zerbi cette saison. On n'a pas eu le temps. On a vu un Tottenham qui s'est battu, qui a combattu et qui a fini par survivre. Maintenant, il va falloir avoir d'autres qualités, il va falloir pouvoir construire le jeu et retrouver ce jeu super dynamique, moi, que j'adorais des équipes de Zerbi, hein, on l'aime tous, où ça va à 100 à l'heure, où tu as des transitions, où c'était. Pep Guardiola avait dit c'est le meilleur entraîneur au monde pour les transitions. C'est quand même pas rien d'avoir un compliment pareil de la part de Pep. Très beau compliment, en effet. On va suivre ce Tottenham de De Zerbi. Philippe, pour terminer, je voudrais qu'on parle un petit peu de foot de sélection. On a commencé à parler un petit peu de Coupe du Monde, mais il y a eu la liste de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde, une liste qui forcément fait parler. Vu de loin, on n'y Ouais. voit pas Phil Foden, on n'y voit pas Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Mhm. Alexander-Arnold. Ça peut paraître Mhm. choquant pour ceux qui ne suivent pas l'Angleterre au quotidien. Est-ce que vu dans l'Angleterre, ça l'est tout autant ou est-ce que c'est pleinement justifié? Alors, il y a eu des. C'est pleinement justifié. C'est des choix qui ont certainement fait parler d'eux, y compris avant la publication de la liste, la publication officielle de la liste, puisque certains joueurs qui étaient au courant qu'ils ne feraient pas partie du groupe pour la Coupe du Monde ont fait connaître leur colère, leur désappointement, mais leur colère dans le cas de Harry Maguire, qui s'est fendu d'un communiqué assez particulier, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux. Cela dit, qu'il ne soit pas dans le coup, ça ne surprend absolument personne. Il est trop lent. Bon, c'est aussi bête que ça. Il est trop lent, puis il y en a qui sont meilleurs que lui. Bon, voilà, basta. Phil Foden et Cole Palmer, je pense que pour Phil Foden, on sait que ça a été une saison très très compliquée et que c'est pas totalement inattendu. Pour Trent Alexander-Arnold, je dirais qu'il est un petit peu victime du choix qu'il a fait d'aller au Real Madrid et dans ce Real Madrid où franchement il n'a pas été brillantissime à l'image de la plupart de ses coéquipiers, donc il paye ça. Euh, Celui qui doit en avoir gros sur la patate, c'est Cole Palmer qui a franchement pas eu beaucoup de chance. Quand tu penses qu'il a jamais déçu avec l'équipe d'Angleterre, c'est un joueur qui est un joueur chatoyant, capable de changer le cours d'un match à lui seul. Mais malheureusement pour lui, il a eu cette très vilaine blessure qui lui a fait manquer une grosse partie de la saison. Et puis il a également le problème de jouer pour une équipe de Chelsea qui est tout simplement catastrophique. Ouais. Et donc tout ça, ça a fait parler parce qu'en effet, Foden, Palmer, Maguire, Trent Alexander-Arnold, ça fait beaucoup. Mais il y en a, alors qu'il y a d'autres joueurs dont tu te dis, bah ouais, est-ce qu'ils avaient vraiment leur place? Ben oui, quand tu regardes ce qu'a fait en fait Thomas Tuchel, c'est il a pris soin de prendre des joueurs d'une part qui ont les qualités intrinsèques, de prendre des joueurs. C'est un choix complètement à froid. Par exemple, il fait revenir Ivan Toney d'Arabie Saoudite. Complètement, c'est complètement, je veux dire, presque cynique comme choix. Pourquoi est-ce qu'il le fait revenir? Parce que c'est le meilleur tireur de penalty qui est en Angleterre. C'est pour ça, franchement. Et il marque en Arabie Saoudite. Il a l'habitude de jouer à des températures extrêmement élevées, ce qui n'est pas sans importance quand on va aller aux États-Unis. Donc, OK, on le fait venir, alors que ce n'est pas un choix très populaire. Mais c'est du pragmatisme. J'ai dit cynisme, j'aurais dû dire pragmatisme. Et c'est une équipe à la mesure de Tourelle. C'est-à-dire que Tourelle, son plus gros défaut, c'est aussi peut-être sa plus grande qualité. Son plus gros défaut, c'est le fait qu'il se met les gens à dos assez facilement. Il l'a fait partout où il est passé. Mais c'est le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que, tu m'excuseras de l'expression, mais il n'en a rien à fiche. C'est-à-dire que quoi qu'on pense de lui, c'est de l'eau sur les plumes d'un canard. Donc, il peut prendre des choix, il assume ses choix, et franchement, il se tape complètement de savoir ce que les gens en pensent, alors que d'autres managers de l'équipe d'Angleterre avant lui, on fait attention. Lui, il dit non, ce joueur n'est pas à 100% physiquement, je ne le prendrai pas. Point barre. Et peu importe si ce joueur est franchement de très grande qualité. C'est pour ça que Cole Palmer n'est pas il n'est pas à 100% physiquement.
Et tu auras besoin de joueurs à 100% physiquement aux États-Unis, surtout dans les conditions climatiques et au Mexique et au Canada, surtout les conditions climatiques dans lesquelles le tournoi va se dérouler. Mais en effet, ça a fait pas mal jaser, ça je peux te le garantir. Et de la même façon que tous ces compositions d'équipes font jaser, après tout, c'est l'Angleterre, c'est le grand sport national. L'équipe nationale de football, c'est vraiment c'est la cible numéro un. C'est l'écran blanc sur lequel on projette tous les fantasmes possibles et imaginables, à la fois de succès, de déception, de désespoir, tout ce que tu voudras. Et là, en plus, c'est un Allemand qui est à sa tête. Donc, t'imagines. Tu peux être assuré que les grands titres, tu vas faire une moisson tout au long des semaines et des mois à venir et des 2 mois à venir. C'est garanti. Mais il a fait parler de lui, en effet. Et en fait, Tuchel a fait du Tuchel. Fidèle à lui-même, le technicien allemand. Toi aussi, tu as été fidèle à toi-même tout au long de cette saison de Tour d'Europe, Philippe. Merci beaucoup pour tes analyses, pour ta Je t'en prie. précision, pour tous tes avis. On te retrouve évidemment la saison prochaine. On va te laisser te préparer pour cette finale de Ligue des Champions, pour cette Coupe du Monde aussi. Et puis on te retrouve très vite. Merci beaucoup, Philippe. Nous, on va aller conclure du côté de l'Allemagne avec David Lortolari. Bonne semaine à toi. L'Allemagne comme dernière destination de la saison dans Tour d'Europe. Et pour parler de foot allemand, Bundesliga et sélection, on rejoint notre spécialiste habituel, David Lortolari. Salut David, comment s'est Salut passé Arthur, ton salut à tous. week-end de foot allemand? Une belle finale, hein. On avait en Coupe d'Allemagne les 2 plus solides équipes du moment peut-être. Stuttgart, le tenant du titre, le Bayern. Et puis un homme a illuminé cette finale et le spectacle a été sur le terrain et dans les tribunes. Donc c'était vraiment très traditionnel, très typique pour l'Allemagne cette finale de Coupe. On va en parler juste après, évidemment, de ce triplé de Harry Kane et de cette finale de Coupe d'Allemagne. D'abord, parlons de la sélection. On vient de parler de la sélection anglaise avec Philippe et des choix forts de Thomas Tuchel. Il y a eu un choix aussi très attendu, très discuté dans la liste de Julian Nagelsmann. C'est celui de convoquer Manuel Neuer donc pour la Coupe du Monde. Neuer et ses 40 ans. Non seulement de le convoquer, mais aussi, a priori, de lui assurer une place de titulaire pour cette Coupe du Monde. David, raconte-nous à quel point c'est un sujet chaud et qui fait parler en Allemagne. Ah oui, oui, je crois que vraiment c'est le sujet chaud, le sujet qui fait parler. Alors bien sûr, on peut regarder ici ou là dans la composition du groupe quelques demi-surprises. On peut dire, des gens discutent évidemment abondamment de ça, mais c'est Neuer qui concentre absolument toutes les réflexions et ça s'est vraiment cristallisé autour de lui avec des personnes qui disent qu'il est fini, d'autres qui disent que c'est encore le meilleur gardien. Donc il y a vraiment une espèce de, on va pas dire de fracture, mais une discussion très très forte autour de lui. Les sondages globalement qui sont faits en ce moment donnent 2 tiers de contre et 1 tiers de pour. Donc pour le sélectionneur, il faut affronter aussi cette opinion publique, sinon hostile, du moins méfiante. Et c'est la communication du sélectionneur Arthur qui a surtout posé question ces dernières semaines et ces derniers jours, puisqu'il avait assuré que Oliver Baumann, il avait assuré dans un premier temps que Oliver Baumann serait le numéro 1 et qu'il n'y aurait pas de discussion, pour finalement, au dernier moment, réintroduire Manuel Neuer et évidemment dégrader Baumann, hein, comme on dit en Allemagne. Très simplement, le scénario qui pourrait se produire, Nagelsmann met Neuer numéro 1. Neuer n'est pas apte sur le premier match ou sur tel ou tel match de la Coupe du Monde. Il faut donc faire appel au numéro 2, qui est Oliver Baumann. Oliver Baumann qui a été cabossé psychologiquement par le rôle de Manuel Neuer. Donc la situation n'est pas optimale. Et vu de l'extérieur, il y a beaucoup de critiques, tout particulièrement sur la communication du sélectionneur, parce que sur le plan sportif, Neuer a encore montré ces derniers mois qu'il était capable de faire partie des meilleurs gardiens, et sur le plan sportif, encore une fois, ça se discute quand même beaucoup moins. C'est surtout la façon de faire qui a été beaucoup critiquée. On parlait d'un Manuel Neuer qui pourrait éventuellement manquer un match dans cette Coupe du Monde, les premiers matchs. Si tu parles de son nouveau pépin au mollet, est-ce que ça c'est quelque chose qui inquiète en Allemagne? Parce qu'on rappelle qu'il a été forfait pour la finale de la Coupe d'Allemagne dont on va parler juste après. Oui, alors il a été forfait et ça a été une bonne nouvelle pour le sélectionneur, hein. Julian Nagelsmann qui a expliqué que c'était mieux qu'il ne joue pas, qu'il se repose afin d'être 100% en forme au début du mondial. Donc non, il n'est pas question que Manuel Neuer manque des matchs. Simplement, ce que je voulais dire par là, c'est que
eh bien, ces dernières années, ces dernières saisons, sans parler de son accident de ski, ces dernières saisons, ça a été quand même des moments où il a fallu le remplacer. Le jeune Jonas Urbich au Bayern a disputé cette saison tout de même une vingtaine de matchs, ce qui veut dire que Neuer n'a pas toujours été apte ou a parfois été ménagé. Donc il y a une incertitude de toute façon au moment où on va commencer le tournoi. Neuer numéro 1, oui. Neuer titulaire, oui. Mais Neuer sera-t-il apte à disputer tous les matchs plein pot? La question se pose. Et donc, s'il est ménagé, s'il est reposé ou, a fortiori, s'il est blessé à un moment du tournoi, eh ben, il va falloir puiser dans des gardiens qui ont été un peu moins mis en confiance que lui, puisqu'il a été rappelé au dernier moment. Je reviens sur ce que tu disais juste avant. C'est vrai que nous, vu de France, ça fait assez peu de débats. Finalement, personne ne s'offusque de voir ce gardien qu'on a encore vu extraordinaire en Ligue des Champions cette saison par moment être le titulaire de la Mannschaft. Parle-nous peut-être plus de Oliver Baumann. Raconte-nous, est-ce que ce gardien-là, il avait voilà, les épaules, je crois qu'il est assez âgé aussi, pour être le gardien titulaire de cette Mannschaft à la Coupe du Monde? Alors oui, oui, il y a toute une série de bons, voire de très bons gardiens en Allemagne cette saison. Quand on a voulu faire le 11 type de la saison, il y a 3, 4, 5 gardiens qui pouvaient prétendre à ce poste-là. Baumann en fait partie parce qu'avec Hoffenheim, il a été bon, il a été solide. Chaque fois qu'il a joué avec la Mannschaft aussi, il a livré des prestations très, très correctes, voire de haut niveau. C'est un gardien expérimenté. C'est un gardien qui est très fort sur sa ligne. C'est un gardien qui a moins d'aura, en revanche. Et ça, bien sûr, le sélectionneur y pense lorsqu'il fait appel à Manuel Neuer, lorsqu'il constitue son groupe. Moins d'aura vis-à-vis des coéquipiers dans le vestiaire, moins d'aura vis-à-vis de l'adversaire aussi. On parlait, lorsqu'il y a eu, souvenez-vous, le Real Bayern et le Bayern Real, on parlait de l'importance d'un gardien face à Mbappé ou aux meilleurs attaquants du monde. Donc là, Neuer, évidemment, est dans une catégorie à part. Mais Baumann fait le job très bien, fera le job s'il est appelé, de même que Alexander Nubel, qui est numéro 3, le ferait également. On a là 3 gardiens, alors très expérimentés pour Neuer, champion du monde il y a 12 ans, expérimenté pour Baumann qui est dans les 35 ans, et puis Nubel aussi avec 29 ans. Donc pour ce qui est de la qualité de gardien, les 3 sont susceptibles et capables de disputer un Euro ou un mondial. Après, quand vous avez Neuer, qui n'était pas parti de lui-même finalement, hein, lorsqu'il avait été entre guillemets écarté. Quand vous avez Neuer qui accepte de revenir, vous ne pouvez pas vous en passer. Et surtout, personne n'aurait imaginé, Arthur, que Neuer soit numéro 2, numéro 3 ou gardien de secours. C'est impossible. Effectivement, on rappelle que Manuel Neuer n'a plus été sélectionné avec l'Allemagne depuis l'élimination en quart de l'Euro 2024 face à l'Espagne. Ça va être sa 5e Coupe du Monde au portier du Bayern Munich. Parlons-en de ce Bayern Munich. On l'a dit en introduction, cette victoire en finale de Coupe d'Allemagne et un premier doublé, Coupe Championnat depuis 6 ans. Triplé, doublé, je vais y arriver. Doublé pour le Bayern, triplé pour Harry Kane. Je me perds dans les chiffres. Harry Kane, grand bonhomme de cette finale, grand bonhomme de cette saison, David. Oui, parce que quand vous avez une finale comme ça où Stuttgart met tout l'engagement physique dès le départ, dérange le Bayern, met du pressing, vous n'avez pas forcément de solution, vous êtes un peu sur le reculoir, vous avez des joueurs qui ne veulent pas forcément rivaliser dans l'intensité physique, vous avez un arbitre aussi qui laisse beaucoup jouer, un peu à l'anglaise si on veut, et donc un Bayern qui est bousculé, vous avez besoin de joueurs cliniques. Et Harry Kane a été particulièrement clinique dans cette finale, particulièrement chirurgicale. Il faut remonter très très loin en arrière. C'est arrivé une seule fois, Arthur, j'ai relevé cette petite anecdote et ce petit chiffre, une seule fois qu'un non-allemand marque 8 buts ou plus dans une campagne de Coupe d'Allemagne. C'est 11 là pour Neuer avec les 3 de la finale. C'était Adnan Kevric en 2000. Personne ne se souvient forcément de cet attaquant bosnien. Il était à Stuttgart, mais dans l'autre club de Stuttgart, aux Kickers. Donc ça fait 25 ans que personne n'avait réussi une performance telle que celle de Harry Kane en étant non-allemand. Ça vous situe un petit peu le personnage parmi d'autres chiffres. Le Bayern est particulièrement heureux d'avoir pu revenir en finale de Coupe d'Allemagne. On le sentait dès le début de la saison que c'était un objectif majeur, et un joueur comme Harry Kane est un joueur de coupe. Et puis on le voit, toujours cet appétit, il est trentenaire, mais avec cet appétit, quand il communique, il est ravi de soulever le trophée. Et c'est un peu pour les partenaires aussi une espèce de modèle, parce qu'il a cet appétit d'enfant.
Et je crois qu'en dehors de ses qualités de footballeur, Arthur, il y a ça aussi qui compte. La psychologie, le mental. Et Harry Kane avait tellement attendu avec Tottenham que les trophées qu'il gagne maintenant, la sensation qu'il y a encore de la marge et qu'il a encore le souhait d'en gagner davantage. L'équipe nationale, c'est autre chose. Mais avec le Bayern, on voit qu'il s'y sent très bien et on voit que ça joue aussi pour lui quand même s'il fait beaucoup de choses sur le terrain, ça joue pour lui. Si Harry Kane marque 3 buts, c'est parce que Olise le laisse tirer le pénalty à la fin, c'est parce que les joueurs jouent pour lui, c'est parce que Luis Diaz lui fait une super passe dans la surface. Voilà, donc c'est vraiment, il est parfaitement dans son élément avec ce Bayern Harry Kane et le triplé est impressionnant, mais quelque part aussi assez logique. On va suivre sa Coupe du Monde de près à Harry Kane parce que quelque chose me dit que son nom va être associé au Ballon d'Or dans les semaines qui vont venir. Merci beaucoup David pour ton analyse et pour toutes tes analyses de la saison dans Tour d'Europe. C'était la dernière fois qu'on parlait de Bundesliga cette saison, mais évidemment tu seras de retour avec nous la saison prochaine. On va te souhaiter une belle semaine, une belle finale de Ligue des Champions à toi aussi et une belle Coupe du Monde aussi où on imagine que tu auras un œil attentif sur la Mannschaft. Merci Oui, beaucoup, David. Kai Havertz, par exemple, Arthur, avec Arsenal. Bien sûr. Bien sûr. On sait que tu auras un œil sur la finale aussi avec ce prisme allemand, avec un certain Kai Havertz, déjà buteur en finale de Ligue des Champions, on le rappelle, avec Chelsea. Nous, on va conclure pour aujourd'hui et pour cette année, donc cette saison dans Tour d'Europe. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Évidemment, les émissions sur la chaîne YouTube d'Eurosport, c'est très loin d'être terminé. Il y a le foot déjà, vous aurez le débrief en direct de la finale de la Ligue des Champions dans la foulée du match samedi soir, la foulée de ce PSG Arsenal. Vous aurez tout l'été une quotidienne pendant la Coupe du Monde à 20h, toujours sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Et puis si vous aimez la petite balle jaune, c'est les beaux jours, c'est Roland Garros. Retour gagnant est là aussi tous les jours en direct à 19h. Voilà, vous n'avez pas manqué d'occupation dans les prochains jours. Merci à toutes et à tous encore une fois pour votre fidélité. N'oubliez pas, pour la dernière fois de la saison dans le Tour d'Europe, de partager, de commenter. On lit bien tous vos commentaires. Et puis on vous retrouve la saison prochaine. Merci, salut.